Mesdames, Messieurs, il est 20 heures. Merci de nous suivre sur la ITV. Le journal, les titres, c'est tout de suite. À la une de l'actualité ce soir, radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales. Le tribunal de grande instance hors classe de Dakar décide de réintroduire le leader de l'ex-PASTEF. Ses avocats escomptent victoire pour les avocats de l'État. Cette affaire n'est pas terminée. Un pouvoir en cassation est en cours. Le Fonds monétaire international renforce le Sénégal dans ses efforts de bonne gouvernance. Le FMI sanctionne positivement les résultats du gouvernement dans sa mise en œuvre de sa politique économique budgétaire. Le fonds a alloué au Sénégal une enveloppe de 166 milliards de francs CFA. Tourisme, aménagement du delta du Saloum, l'étude du projet partagée ce jour lors d'un atelier et parmi les contraintes figure la difficulté liée au financement. Vous entendrez le compte-rendu de Maïmouna Diallo dans cette édition. Et puis Niger, pour terminer, les titres, la CEDEAO durcit le ton contre les putschistes. L'institution communautaire africaine a décidé de suspendre le pays de toutes ses instances de décision et ce jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel. Voilà pour les titres, le développement c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Actualité judiciaire pour démarrer ce journal. Réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Le tribunal d'instance de Dakar a confirmé ce matin le juge Sabassi Faye de Ziguinchor, une décision qui peut relancer la candidature à la présidentielle de 2024 du leader de l'ex-PASTEF. Les réactions des deux camps, maître Siré Clédorli, avocat de Ousmane Sonko, et maître Elhadji Diouf, avocat de l'État, que je vous propose de suivre au micro de Mamadou Diagne. On jubile, on crie victoire, oubliant que c'est une juridiction inférieure qui a pris une décision qui va être cassée. Et ça, moi, ça me fait rire. Il faut les regarder aujourd'hui jubiler. Jubiler par rapport à quoi? Réintégration, il ne sera pas réintégré. Est-ce qu'il y a une décision définitive? Il y a une petite et provisoire décision. Nous sommes dans un État démocratique. Il y aura toujours des hommes et des femmes qui tiendront haut cette drague pour que persiste la démocratie et l'état de droit. C'est ce à quoi nous avons assisté depuis le début. Le compte à rebours pour la présidentielle est lancé, il reste moins de 3 mois. Je n'ai jamais eu de doute qu'Ousmane Sonko serait candidat. Le camp adverse a fait savoir qu'il va introduire un recours en cassation. C'est leur droit. Maître Siré Clédorli et maître Elhadji Diouf étaient plutôt au micro de Amadou Barry. Et pendant ce temps, le 22 décembre 2023, Barthélémy Diaz sera fixé sur son sort. La Cour suprême avait retenu cette date pour la tenue du procès de l'affaire dite Ndiaga Diouf. Le maire de Dakar avait saisi la juridiction d'un pourvoi en cassation. La décision de la Cour peut-elle avoir des conséquences sur l'avenir du député maire de Dakar, Barthélémy Diaz? Non, répond Ngouda Sall. Selon lui, les conclusions du dernier dialogue politique, notamment les articles L29 et L30, ont tout réglé. Ngouda Sall, que je vous propose d'écouter, il est au téléphone de Abdourahmane Licha. N'oublions pas que le code électoral, donc après le dialogue, a été modifié. Les articles L29, L30 ont été modifiés. Et aujourd'hui, sous le régime de l'ancien code électoral, effectivement, si la condamnation était confirmée, il allait perdre son statut d'électeur. Mais n'oublions pas que pour la nouvelle version, une personne condamnée perd sa qualité d'électeur, donc le moment où il doit purger sa peine. Et n'oublions pas que aussi, M. Barthélémy Diaz a purgé sa peine de 6 mois. Il a même dépassé les 6 mois depuis presque une bonne décennie. Donc aujourd'hui, si la Cour suprême confirme une condamnation de 6 mois, il n'y aura pas de conséquence. Il n'y aura aucune conséquence sur aujourd'hui son mandat de député. Il n'y aura aussi aucune conséquence sur son mandat de maire de Dakar. Et là, ça nous permet, nous,
de rappeler qu'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de personnes avaient crié sur le fait que les articles L29 et L30 étaient taillés donc pour Khalifa Sall et Karim Wade. Donc, pour vous dire que le caractère impersonnel d'une loi, en tout cas ce que Barthélémy Dias souhaite et ses avocats, que la Cour suprême puisse casser cette décision et que le dossier soit rejugé donc par une autre juridiction ou elle-même la Cour suprême puisse aller dans le sens de rejuger ce dossier-là. Ngouda Sall, je rappelle, il est membre du cabinet du maire de Dakar, Barthélémy Dias. Une note de santé à présent, lutte contre le cancer, le 5e congrès conjoint de la Société sénégalaise de cancérologie et de la Société sénégalaise de radiothérapie et physique médicale se tient à Dakar. Une rencontre de 3 jours du 13 au 15 décembre 2023. Elle est axée sur le thème l'innovation en cancérologie. Les détails avec Aïssatou Kana. Radiothérapie. Dans le cadre de la lutte contre le cancer, s'est tenu un congrès conjoint entre la Société sénégalaise de cancérologie et la Société sénégalaise de radiothérapie et physique médicale, axé sur le thème innovation en cancérologie. Le chirurgien cancérologue Amadou Deme souligne l'importance de ce 5e congrès. Ce qui est attendu, c'est d'abord du point de la réflexion, c'est de pouvoir mettre, comme je vous dis, le focus sur les stratégies. Surtout les stratégies de prévention. Nous allons beaucoup insister sur la prévention des cancers, mais également nous allons insister sur les traitements. Comment faire pour optimiser les traitements et pour tout sécuriser les traitements. Et donc c'est toute cette réflexion-là qui va être agitée aujourd'hui avec des spécialistes sénégalais qui sont les cancérologues, mais également des spécialistes d'organes, nos collègues qui sont ici, qui s'occupent d'organes, et des étrangers. Un participant particulier à cet événement, un père de famille guéri d'un cancer du larynx, démontre l'impact positif des avancées technologiques en utilisant un électrolarynx pour produire une voix artificielle. J'avais un cancer du larynx, mais j'ai été traité au niveau de l'hôpital principal et j'ai eu la radiothérapie au niveau de l'hôpital de Dantec. Là, mais je suis guéri totalement. C'est un laryngophone qui permet de restituer la voix. Voilà, puisque nous enlève les cordes vocales. Donc vous n'avez plus de voix. Non, sans cela, si j'enlève l'appareil, je ne parle pas. Alioune Ndour, avec son association, place de grands espoirs dans les résultats de ce congrès conjoint. Nous sommes là pour représenter notre association et pour mieux cerner les évolutions sur le traitement, sans bien informer sur l'évolution des processus de traitement. Et vraiment, c'est encourageant et il y a de l'espoir pour que ces maladies de cancer puissent être traitées beaucoup plus efficacement. Le cancérologue partage sa perspective sur l'issue attendue de ces 3 jours de réflexion scientifique. Nous avons une seule alternative, améliorer les soins qui sont prodigués aux malades. Améliorer la connaissance de la maladie par les populations. Améliorer le poids de nos institutions dans Dakar et dans les régions. Ce que nous avons réalisé en 6 ans, si nous continuons dans la même dynamique, en 2030, nous pourrons atteindre nos objectifs. La diversité des thématiques abordées du 13 au 15 décembre allant des cancers gynécologiques aux soins palliatifs en cancérologie démontre la volonté d'explorer toutes les facettes de la lutte contre le cancer et ainsi ouvrir la voie à des innovations majeures dans la prise en charge du cancer. Aïssatou Kane, Dakar Med, le lancement s'est tenu également ce matin, une collaboration de Thémis Sénégal et du tribunal de commerce hors classe de Dakar. Le but de cette coopération, faire connaître les alternatives de règlement différents, les principales stratégies évoquées, la médiation et la conciliation. On fait le point avec Papa Bokar Mbowa. Inviter les Sénégalais à adopter des alternatives de règlement de litige, tel est l'objectif de cet atelier selon Laure Diop, administrateur général de Thémis SA. L'objectif, c'est de faire connaître aux Sénégalais que ces modes de règlement amiable existent, qu'il y a une autre façon de régler les différends qui est autre que la justice. La médiation et la conciliation, ces 2 stratégies présentent beaucoup d'avantages dans la procédure de règlement des différends. L'intérêt
principal que je vois, c'est la confidentialité. Surtout qu'au Sénégal, on connaît ce qu'est la sutura, la confidentialité. Vous pouvez régler votre différend sans que personne ne soit au courant. Il y a la rapidité également, parce que dans un délai de 3 mois, vous pouvez avoir une décision sur votre médiation et votre conciliation. Également, il y a la prévisibilité de la décision. Au-delà de la médiation et de la conciliation, il existe d'autres modes alternatifs de règlement de conflits. Au-delà de ces deux, on peut parler de l'arbitrage aussi, qui lui correspond à la logique du procès, mais devant un juge privé choisi par les parties. Le procès n'étant toujours pas la solution, les différentes voies de règlement de différends offrent un lot d'avantages et vont permettre de désengager les juridictions d'après les acteurs. Bokar Mbou, un autre atelier tenu ce matin, c'est celui de la direction des investissements et des aménagements touristiques, un département du ministère du Tourisme et des Loisirs, une rencontre qui vise à élaborer le plan directeur de développement du tourisme dans le delta du Saloum. Le tourisme dans cette zone, il fait face à des difficultés, manque d'infrastructures, également manque de financement pour la relance post-Covid-19. Le compte-rendu est signé Mariama Diallo. Les acteurs du tourisme attendent toujours les fonds que l'État doit leur allouer. Pour le moment, ce secteur bat de l'aile selon le chef de service régional du tourisme du pôle Sine Saloum. Justement, c'est par rapport à la deuxième phase du crédit hôtelier qui consiste à la relance du secteur du tourisme post-Covid. Donc, beaucoup de structures au niveau du pôle Sine Saloum ont introduit un dossier de demande de financement. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore reçu les fonds. C'est pourquoi j'ai évoqué la question de problèmes de financement. Hormis les problèmes financiers, d'autres contraintes sont relevées malgré des solutions. Une précision du directeur des investissements et des aménagements touristiques. Nous avons travaillé avec, comme je l'ai dit, le cabinet Quantum et nous avons pu décrocher à travers ce cabinet un don non remboursable qui nous aidera à faire les études. C'est la première contrainte. Maintenant, les autres contraintes sont des contraintes de terrain, un problème de manque d'infrastructure, quand bien même que des efforts sont faits. Comme l'a dit tout à l'heure le DC, le président de la République a eu à faire, à inaugurer le pont de Foundiougne. Nous avons aussi l'autoroute Fatick-Kaolack qui est en train d'être fait. Donc il y a pas mal de solutions qui sont apportées, mais les contraintes, la première contrainte était celle qui porte sur les aspects financiers, le financement de ces études. Le manque de centres de formation en hôtellerie et tourisme, l'accès difficile dans certains sites, le manque d'accompagnement du secteur connexe de l'artisanat, entre autres points, sont les difficultés rencontrées dans la région de Fatick. D'où l'importance de cet atelier de partage pour l'amélioration du secteur touristique du Sine Saloum. Mariama Diallo, direction la Petite Côte à Mbour, projet de renforcement de la congestion des pêcheries en Afrique de l'Ouest, un projet initié par la coopération japonaise et après 5 années d'activité, elle passe le flambeau aux acteurs locaux et pour développer le secteur de la pêche, le directeur des pêches maritimes invite ainsi les responsables des comités locaux à jouer pleinement leur partition. Il s'appelle Dien Faye. Je vous propose de l'écouter, il est avec Muntaga Kana. Pour la pérennisation de l'exploitation, nous avions estimé que les acteurs qui sont à la base ont le rôle à jouer. Et c'est ce que le gouvernement du Japon a compris pour en fait mettre en place ce projet qui a démarré en 2019 et qui va être clôturé cette année. C'est un projet qui, d'un coût de 330 millions, où vous entendez les acteurs parler de la raréfaction de la ressource. Alors, la ressource se raréfie, c'est normal, mais nous devons faire des efforts pour mener des initiatives qui vont effectivement dans le sens d'une gestion concertée. Donc, l'administration ne peut pas être partout
au niveau des centres de pêche. Donc nous avons intérêt aujourd'hui à impliquer ces CLPA qui, je le rappelle, au Sénégal sont au nombre de 41 qui sont répartis sur tout le littoral. Et vraiment, ils font des activités extrêmement importantes qui font qu'aujourd'hui, donc nous pouvons dire qu'ils contribuent à l'amélioration de la gestion durable. Restons dans le département de Mbour. La réforme de l'hydraulique rurale, en plus de 7000 branchements sociaux réalisés dans le département de Mbour, l'Office des forages ruraux prévoit l'installation de 15 forages pour une enveloppe, pour une nouvelle réforme. L'OFOR, les sociétés de distribution d'eau et les collectivités territoriales tiennent une rencontre à Saly, Portugal. Le compte-rendu est signé Mountaga Kana. Les travaux, les participants devront mettre sur pied un mémorandum. Mais au terme de la discussion, nous avons retenu de mettre en place un mémorandum conjoint entre les maires, les collectivités territoriales, les fermiers et l'OFOR. Dans le département, 7000 branchements sociaux ont été réalisés. Et en termes de nombre de branchements sociaux, rien que dans le département de Mbour, nous avons réalisé plus de 7000 branchements sociaux globalement. Au final, le département de Mbour sera pourvu de 15 forages au total. Et avec le grand projet que nous avons avec la coopération chinoise, la quasi-totalité des forages qui ont été prévus, qui sont autour de 10 à 15, tous ces forages seront remis dans le département de Mbour. Mais ceci, il y aura un travail technique qui se fera d'abord par les fermiers et au terme de cela, donc ces travaux seront engagés. L'OFOR aussi a donné les perspectives de 2024 jusqu'à 2026. Donc ce qui fait que sous peu, sous Nguyen, les gens verront que les branchements sociaux commencent, les travaux des branchements sociaux vont commencer. Sous Ficelle aussi, les branchements sociaux vont commencer. Sur ces scènes, les branchements sociaux vont commencer et certainement d'ici le mois de février, la quasi-totalité des mairies vont recevoir leurs branchements sociaux. Le directeur général de l'OFOR a fait savoir que son entité, qui était à 1000 forages en 2012, est parvenue à en doubler le nombre. Mountaga Kane, autre aspect de l'actualité ce soir, dans le cadre de la redynamisation du chemin de fer, des agents ont été initiés à la sécurité des trains. Près de 20 agents de la deuxième promotion ont reçu des attestations, cérémonie présidée par le directeur général des chemins de fer du Sénégal, Malik Ndoye, que je vous propose de suivre. Il est avec notre correspondant à Thiès, Isidore Alexandre Sen. Les chemins de fer du Sénégal se sont lancés dans une vaste entreprise de relance du ferroviaire ici au Sénégal. C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'on a lancé les travaux pour réhabiliter la voie qui quitte Sébikotane et qui va aller jusqu'à Thiès. Ce qui va permettre de reprendre le trafic fret au démarrage de l'année 2024. Donc réhabiliter la voie ferrée, c'est une chose, mais former des agents pour qu'ils puissent assurer l'expédition des trains et veiller à la sécurité ferroviaire, c'en est une autre. C'est pour ça que tout au long de l'année, nous nous sommes évertués pour préparer cette reprise à faire un certain nombre de séries de formations. Aujourd'hui, c'est la deuxième promo qui sort pour se mettre fin prêt, pour être apte à redémarrer l'exploitation ferroviaire. C'est une pierre de plus aussi dans l'édifice de relance de ferroviaire dans lequel nous nous sommes évertués depuis le début de l'année. Donc c'est une occasion pour remercier les formateurs, remercier tout le personnel qui a encadré ces étudiants tout le long de cette année, remercier aussi notre ministre de tutelle et le président de la République pour cette vaste entreprise de redynamisation ferroviaire sur lequel nous nous sommes lancés et sur lequel ils pèsent tous de tout leur poids pour que cette relance soit effective au début de l'année.
Toujours dans la cité du Rail à Thiès, 10 ans d'épiscopat de l'évêque de Thiès, Abbé Augustin Tine, a animé une conférence pour la célébration de l'anniversaire, une conférence sur le thème « Travail d'un évêque dans un contexte de vie économique un peu morose ». C'était également l'occasion pour aborder la problématique de l'immigration irrégulière. La célébration, c'était en présence de l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, Thiès Isidore Alexandre Sen. Avec un contexte sénégalais était le thème des 10 ans d'épiscopat de Monseigneur André Gueye. Abbé Augustin Thiaw, secrétaire général de la conférence épiscopale, a animé un panel sur le thème. L'évêque étant pasteur, étant guide, il doit travailler pour améliorer la vie sociale, économique, politique de tout individu. Justement, les défis, ils sont transversaux, mais centrés sur le bien-être social, précise Abbé Augustin Thiaw. Dans un premier temps, considère que le pays dans lequel il évolue, c'est un pays qui a une grave tradition de dialogue. Et l'évêque doit renforcer ce dialogue de par sa présence, de par son enseignement, de par également les relations qu'il entretient avec les autres responsables religieux. Cet évêque aussi doit se rendre compte que dans le pays où nous vivons, c'est un pays qui est économiquement affecté. Le secrétaire général de la conférence épiscopale n'a pas manqué dans ce contexte d'aborder la lancinante question de l'immigration irrégulière. Ce que nous voyons aujourd'hui par rapport à l'immigration irrégulière, les évêques l'avaient dénoncé il y a de cela près de 2 ans. Et ils avaient situé les responsabilités des uns et des autres, partant donc de la communauté internationale, en passant par l'État du Sénégal, les familles et les jeunes eux-mêmes. Et donc, je crois que c'est bon de revisiter cette lettre pastorale. Les 10 ans d'épiscopat de son Excellence, Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, sont marqués par 3 dates phares. L'ouverture du jubilé à l'occasion du pèlerinage diocésain le 25 mai dernier, une messe d'anniversaire le 20 janvier 2024 et une autre solennelle de festivités marquant la clôture du jubilé. Isidore Alexandre Sen, ce communiqué du Fonds monétaire international, le conseil d'administration du FMI a approuvé à l'unanimité le dossier du Sénégal. Cette approbation sanctionne ainsi positivement les résultats satisfaisants enregistrés par le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique économique et budgétaire et traduit la reconnaissance des réformes d'envergure entreprises en matière de transparence et de lutte contre le changement climatique. Ainsi, dans la perspective d'accompagner le Sénégal dans cette dynamique vertueuse, le FMI, Fonds monétaire international, a mis à la disposition du Sénégal un montant d'environ 166 milliards de francs CFA. Et puis lancement du programme PSE Canal Plus Impact, un programme d'une importance capitale selon le directeur général du groupe Canal Plus Sénégal, Cheikh Ahmadou Bamba Sarr, soutient que l'objectif de ce programme est de partager les savoirs pour développer les talents du continent africain. Je propose de l'écouter. Il est avec Gorgui Diaouchama. Les cibles sont différentes. Quand on prend par exemple le programme santé, on voit bien que les cibles sont extrêmement larges. C'est en fait aujourd'hui toutes les populations qui sont exposées au paludisme. Et là, comme on est accompagné d'experts, notamment le Speak Up Africa ou le PNLP, c'est eux qui définissent les cibles des actions qu'on mène. Pour la partie formation, c'est essentiellement des acteurs de l'audiovisuel, que ce soit des journalistes ou des producteurs ou des réalisateurs. Donc c'est essentiellement ces populations-là. Et la partie Orphée cible essentiellement des orphelins. Des orphelins qui sont dans des orphelinats et qu'on arrive à identifier et à qui on veut offrir ce type de dispositif-là. Qui leur permet d'avoir une ouverture sur le monde. Alors l'objectif c'est simple, c'est juste de redonner à la population, c'est juste de redonner à la société dans laquelle on sert. Typiquement ici au Sénégal, nous avons identifié ces piliers-là parce que nous pensons que c'est des piliers extrêmement importants pour le commun des Sénégalais. Et donc ce serait bienvenu en tout cas
pour Canapus de s'impliquer dans des actions qui ne sont pas nécessairement directement liées à notre activité, mais qui sont liées à ce qui est important pour la société. En plus bref, pour finir ce communiqué de la CEDEAO a reconnu aujourd'hui le coup d'État survenu le 26 juillet 2023 au Niger. L'organisation sous-régionale décide ainsi de suspendre le Niger de tous ses organes décisionnels jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Communiqué signé et rendu public aujourd'hui par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.